Ce portrait de l'empereur Charles Quint est l'œuvre d'un des plus grands peintres du XVIe siècle, le Titien. Le chef de l'Empire romain germanique a 48 ans. Il vient de remporter sur les princes luthériens allemands la bataille de Mühlberg. Il est au sommet de sa gloire. 8 ans plus tard, en 1556, il abdiquera, une abdication volontaire qui consacre la fin d'un rêve européen qu'a porté Charles Quint pendant presque 40 années de règne. Ce portrait témoigne aussi de l'élégance et de la modernité atteinte par l'art de la Renaissance italienne au milieu du XVIe siècle. C'est une série d'héritages qui vont mettre ainsi Charles Quint en position de dominer l'Europe de la première moitié du XVIe siècle. Par son père Philippe le Beau, il est le petit-fils de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne, par sa mère Jeanne la Folle, celui de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Il va ainsi recueillir l'héritage de 4 maisons princières. En 1507, les Pays-Bas et la Franche-Comté. En 1516, la Castille et ses possessions d'Amérique, l'Aragon et ses dépendances italiennes, Sardaigne, Sicile et royaume de Naples. En 1519, à la mort de son grand-père l'empereur Maximilien, les possessions héréditaires des Habsbourg qui s'étendent de Vienne au Tyrol. C'est l'année où il sera élu à son tour empereur du Saint-Empire romain germanique. Qui est Charles ? Il est né à Gand aux Pays-Bas en 1500. Sa langue maternelle est le français. Son adolescence a été nourrie des souvenirs du duché de Bourgogne, le plus puissant état de la fin du Moyen-Âge. Le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, on voit ici son blason, est son arrière-grand-père. Il est le héros du jeune Charles dont le Chevalier des Libérés, ouvrage à la gloire du Téméraire, et le livre de chevet. L'ordre bourguignon de chevalerie de la Toison d'Or est celui que Charles portera jusqu'à son abdication. Cet homme qui va participer au bouleversement de l'Europe se voit en homme du passé, en chevalier du Moyen-Âge. Cette nostalgie d'un monde en train de disparaître était suffisamment partagée pour qu'elle inspire un demi-siècle plus tard le Don Quichotte de Cervantes. Mais Charles est bien un homme de la Renaissance. Il aime les banquets pantagruéliques, il aime les fêtes, la musique et les cortèges fastueux. Chose qui, avec les guerres qu'il va mener, coûte cher. Tout au long de son règne, il aura besoin d'argent, de plus en plus d'argent. Car il faut maintenir l'unité de cet ensemble de pays qui menace les intérêts d'autres États, les ambitions d'autres princes. Henri VIII, roi d'Angleterre, héritier des rois qui ont fait la guerre de 100 ans. La légende de cette gravure montre que l'Angleterre n'a pas encore tout à fait renoncé à la possession du royaume de France. Henri VIII ne peut que prendre ombrage de la puissance de Charles Quint sur le continent. François Ier, roi de France. Son fils Henri II, auquel Charles Quint dispute la Bourgogne et le duché de Milan en Italie du Nord. Le plus célèbre épisode de leur lutte sera la bataille de Pavie où François sera fait prisonnier par les impériaux. La rivalité des empereurs et des papes a duré tout au long du Moyen-Âge. Ils revendiquaient les uns et les autres un rôle de guide de la chrétienté tout entière, et bien sûr la puissance temporelle qui lui était liée. Le pape Clément VII tombera aussi entre les mains de Charles Quint, après la prise de Rome par une soldatesque livrée à elle-même. 8 jours d'orgie, de pillage, de torture et de massacre. Par rancunier, Clément VII couronnera Charles à Bologne 3 ans plus tard. Soliman le Magnifique, depuis Constantinople, menace l'Europe. Il la menace par la terre, mais aussi par la Méditerranée, où s'affrontent le corsaire Raïs al-Din, le célèbre Barberousse et le génois Andrea Doria, représentés ici en dieu Neptune.
Un des temps forts de ces luttes interminables est la prise de Tunis par Charles. Là aussi, les massacres sont terribles. 20 000 esclaves chrétiens libérés rendront un hommage vibrant à l'empereur. Charles, qui accepte les coutumes, les privilèges et les langues différentes des différentes parties de son empire, sait que le seul ciment possible de cet ensemble disparate est l'unité du monde chrétien. Il s'usera dans cette tâche impossible. Jamais il n'arrivera à lancer contre les Turcs la grande croisade dont il rêve, qui effacerait définitivement cette menace. Jamais non plus il n'arrivera à enrayer le schisme protestant. Le concile de Trente qu'il avait appelé de ses vœux ne pourra que le constater, ainsi que la diète d'Augsbourg. Charles va se lasser de cette partie d'échecs qui l'aura mené toute sa vie. En 1556, il abdique au profit de son fils Philippe et de son frère Ferdinand. À son fils, il laisse la partie la plus riche ouverte sur la mer, l'Espagne et ses dépendances, ainsi que les Pays-Bas. À son frère, qui sera son successeur dans la dignité impériale, l'Autriche et les couronnes de Bohême et de Hongrie. Charles se retire à Yuste, près de Madrid. Il y meurt 2 ans plus tard, à 58 ans, serrant sur son cœur le crucifix de sa femme Isabelle, morte depuis de longues années, et soupirant « Ay Jesus ». Ainsi ce bourguignon élevé dans la langue française s'éteint en espagnol.